Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Florian Philippot, qui est président des Patriotes, conseiller régional Grand Est, aussi sous l'étiquette des Patriotes, et auteur de 2 livres. Alors, Covid-19, l'oligarchie démasquée, et Covid-19, la grande bascule, que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur le site des Patriotes. Voilà, alors Florian Philippot, intéressant pamphlet les deux, parce qu'il faut lire les deux. Le premier, l'oligarchie démasquée, mais ça commence évidemment avec le Covid-19. Vous l'avez écrit vous l'avez publié en septembre dernier, et la grande bascule que vous venez de publier. Et effectivement, vous me disiez hors antenne que ce qui est bien dans l'auto-édition, c'est qu'on peut le publier en 3 jours, que ça va vite, et à des prix d'ailleurs effectivement 9 €. Donc très accessible, et puis voilà, on peut les trouver, comme disait Clémence Oudiakova, sur votre site du mouvement Les Patriotes, et puis sur Amazon et ailleurs. Mais sur le fond, alors c'est très intéressant, parce que quelque part, vous trouvez aucune excuse à ce qui s'est passé dans la gestion du Covid-19, disons depuis janvier. C'est vrai qu'on rappelle, on va pas tout rappeler, effectivement, les masques, Agnès Buzyn et autres. On va pas rappeler les tests, on va pas rappeler tout ça. Mais c'est vrai que quand on lit vos 2 livres dans la continuité, on a l'impression de, je ne dirais pas d'un bateau ivre, mais de quelque chose qui se naviguait au doigt mouillé, plutôt, si je veux garder des métaphores maritimes. Oui, c'est vrai que, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a pu avoir pendant plusieurs mois, où on s'est dit, ils sont dans des contradictions, voire des injonctions contradictoires. Macron qui va au théâtre ostensiblement avec Brigitte Macron quelques jours avant d'annoncer qu'on doit tous rester chez nous. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui nous paraissait au début d'incompréhensible. Et au départ, on pouvait d'ailleurs avoir des positions un peu différentes de celles qu'on a maintenant, en tout cas il y a 1 an. Bon. Mais moi, je trouve que plus on avance quand même dans cette crise, plus on se rend compte que malgré tout, je pense qu'ils font pas tant d'erreurs que ça. Je pense que leur réponse est très cohérente. Vous pensez que c'est organisé, planifié et voulu quelque part? Non, mais je suis pas dans une théorie qui dirait que c'est tout pas du complot, ça. Non, mais en tout cas, clairement, ça fait 1 an que des personnalités éminentes du monde scientifique, médical, par exemple, disent il y a des traitements en prophylaxie ou en prévention ou en traitement rapide avant que la maladie ne dégénère qui existe. Vous devriez vous y intéresser. Ça fait 1 an qu'on leur dit, alors les premières semaines, on se dit, bon, ils ont une autre stratégie. Au bout d'1 an, on se dit, ils veulent pas des traitements. Voilà. Ils veulent pas des traitements, en tout cas, des traitements pas chers, style ivermectine et tant d'autres. Ça fait 1 an qu'on leur dit, pourquoi vous nous dites que vous nous culpabilisez sur la saturation des lits à l'hôpital, alors que vous continuez, preuve à l'appui, même le journal Le Monde a sorti une enquête là-dessus en décembre dernier, vous continuez de fermer des lits à l'hôpital. 8000 lits fermés entre mars 20 et mars 2021. Exactement. Alors. Donc, si vous voulez, là, on peut pas dire que c'est une erreur. Ils savent très bien ce qu'ils font. De la même manière, on voit de plus en plus, on a un recul maintenant. Les confinements, les restrictions, tout ça, ça sert à rien. Enfin, ça tue en gros tout sauf le virus. Mais on le sait aussi par des exemples étrangers, puisqu'on a maintenant des points de comparaison intéressants. Mais ils continuent. Même Macron, moi ça m'a frappé dans le JDD dimanche dernier, Macron dit lui-même, je vous cite cette phrase parce qu'elle est incroyable, ouais. Macron dit lui-même que si je la retrouve, bon, il dit lui-même, voilà, je l'ai, il dit que les confinements ne servent à rien parce que on l'a vu en Allemagne et en Italie, on a bien vu que ça ne donnait aucun résultat. Bon, c'est ce qu'il dit dans le JDD. Et juste après, il ajoute que il envisage peut-être de reconfiner la France. Dans la même phrase, si vous voulez. Donc, on se dit au bout d'un moment, là, il y a quelque chose qui est malheureusement cohérent, mais qui est sur une cohérence absolument catastrophique, qui vise en réalité à imposer un modèle de réponse à cette crise qui est fondé sur les restrictions, la suppression de nos libertés, la voie qui nous emmène vers le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, et rien d'autre, oui. et une société qui, à la fin, est inhumaine. Voilà. Mais alors, quand vous dites ça, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne, Florian Philippot? Parce que aujourd'hui, vous êtes là, nous sommes là, et heureusement d'ailleurs qu'on peut opposer un certain nombre d'opinions et de visions à la vision officielle, à la doxa officielle. Je veux dire par là que vous dites restriction des libertés. Moi, je voudrais qu'on aille dans l'impression, à votre avis, par rapport à l'avant-Covid, où
qu'est-ce qui a été vraiment restreint? Alors évidemment, vous allez me dire le confinement, les passages, les gestes barrières, etc. Mais sur nos libertés fondamentales, est-ce que nous avons perdu quelque chose? Mais tout. Alors, attention, la situation n'était pas idyllique. D'ailleurs, je l'écris dans le livre, nos libertés, notamment la liberté d'expression, est terriblement attaquée depuis 20-30 ans, de plus en plus. Que ce soit par des lois, que ce soit par des lobbies, des groupes de pression. Vous faisiez allusion à Isolt, la nouvelle égérie des antiracistes, qui sont un gros lobby antiraciste, de plus en plus raciste quand même, quand on creuse un peu le sujet. Mais en tout cas, qui sont un gros lobby contre la liberté d'expression. Il y en a plein d'autres, il y a le politiquement correct, et puis il y a les GAFAM qui s'ajoutent à tout ça. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a une accélération fulgurante. En fait, il y a une accélération fulgurante de toutes les tendances qui étaient à l'œuvre depuis un an, notamment la suppression des libertés. Alors, nos libertés, de base, on ne peut plus circuler comme on veut. Il y a des couvre-feux, il y a des confinements, on ne peut plus travailler comme on veut pour un nombre assez considérable de professions qui sont fermées, qui sont restreintes. On ne peut plus voyager. On ne peut plus... tout simplement avoir ces libertés fondamentales, se réunir, se rassembler aussi facilement qu'on le souhaite. Puis même quand on fait des rassemblements, moi j'en fais tous les week-ends, on sent une pression. Tous les samedis devant le ministère de la Santé. Exactement, je sens une pression policière, on nous surveille, on nous contrôle, on nous scrute, on nous vérifie, on demande les contrôles d'identité en permanence, etc. Donc si vous voulez, ça c'est vraiment un effondrement de nos libertés. La liberté d'expression s'est effondrée. Vous dites effectivement, on est là, on parle, oui, mais vous êtes ultra minoritaire. Je veux dire, il y a quand même dans le paysage médiatique des grands médias une unanimité incroyable derrière le confinement, le passeport sanitaire, etc. Et on réfléchit plus. Et ceux qui pensent autrement, on les a appelés, notamment dans le monde médical, on les a appelés les rassuristes, pour ne pas dire complotistes. Et on les a excommuniés. Et puis on a vu des comptes Twitter, YouTube, Facebook, etc. être supprimés de plus en plus. Jusqu'au compte d'ailleurs Twitter du président élu à l'époque des États-Unis, de Donald Trump. Mais on a vu des comptes de médecins dès qu'ils faisaient la promotion par exemple de l'ivermectine, hop, ils étaient supprimés. Moi, je fais parfois des plateaux de télé sur les chaînes info. Je vous raconte une anecdote. Je ne donnerai pas de nom, mais je sors d'un plateau. Il y avait un médecin. On ne pourra pas deviner qui c'est parce qu'il y a toujours des médecins. Mais il y avait un médecin de plateau de télé avec qui je venais de débattre, qui n'était pas très virulent d'ailleurs. Il me sort du plateau. On venait de sortir du direct, il me dit « Monsieur Philippot, ce que vous dites est parfaitement exact sur la prévention et les traitements. Mais moi, je ne peux plus le dire. Je l'ai dit une fois au mois de mai 2020. La semaine suivante, j'étais convoqué par le Conseil de l'Ordre des médecins. Voilà. Simplement d'ailleurs pour avoir préconisé, je crois, une vitamine en prévention, enfin rien d'extraordinaire. Donc si vous voulez, il y a une intimidation. Voilà. Donc, et ceux qui pensent, c'est ça là-dessus que je voudrais alerter, ceux qui se disent c'est temporaire, ça va durer, allez, on fait un dernier confinement, etc. Et on nous rendra nos libertés derrière. Une dernière semaine décisive, oui. Bien sûr que non. Ça fait effectivement de belles expressions. La semaine est décisive, ça fait 1 an et plus qu'on entend la semaine est décisive. Non. Florian Philippot, je vais me faire l'avocat non pas des hygiénistes, mais des non-rassuristes justement, ou des qui disent oui mais attendez, c'est très bien tout ça, mais vous savez très très bien que les rassemblements peuvent donner des clusters, qui peuvent donner des contaminations. Il y a quand même des chiffres, même si la situation n'est pas catastrophiste, il y a quand même des chiffres sérieux. C'est pas une petite chose de rien. Et les gens se sentent effectivement, ils disent oui, mais écoutez, si on permet tout et on ouvre tout, eh bien vous allez voir à quel point, disent-ils, à quel point tout ça va exploser. Alors, le Mississippi a tout rouvert il y a 1 mois. Vous savez, l'État du Mississippi aux États-Unis. Et ils ont supprimé le masque en population générale. Vous avez le droit de le porter si vous voulez, mais en tout cas, il n'y a plus d'obligation. Et ils ont tout rouvert. Ça fait 1 mois. À l'époque, Joe Biden a dit c'est une erreur grave, je cite, une décision néandertalienne. Bon, expression bizarre, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Un peu arriéré. Bon. Le Mississippi, ça. Mississippi. Texas, ça fait la même chose. Oui. Le Mississippi. Floride aussi. Oui, et vous regardez les courbes. Vous regardez la courbe, je l'ai mise en ligne ce matin exprès, actualisée au dernier jour du Mississippi. Il n'y a jamais eu aussi peu de cas, ça s'est effondré depuis 1 mois. Il n'y a jamais eu aussi peu de cas depuis juillet 2020, c'est à un niveau quasiment égal à 0. Regardez l'Espagne, j'invite tout le monde en ce moment à regarder l'Espagne. Plus personne ne nous parle de l'Espagne. Enfin, en Espagne, dans la plupart des régions, les restaurants, les bars sont ouverts, etc. Les cas, il n'y a pas du tout la 3e vague qu'on a aujourd'hui en France. C'est très très bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Moi, je crois qu'il y a une dynamique naturelle du virus et que tout ça, en réalité, ça a peu de prise sur qu'on fasse des confinements ou pas, des couvre-feux ou pas. Bon. Donc, en réalité, on nous a mis des choses dans la tête qui sont fausses. On nous dit le monde extérieur est hostile. On a l'impression, certaines personnes, ça les a vraiment ravagés. Moi, j'ai des amis, ils sont
ou des connaissances, en tout cas, ravagés par cette crise. C'est-à-dire que, mais de bonne foi, ils ont l'impression que le monde extérieur est devenu la savane, quoi. On sort, on va voir les bêtes sauvages les fauves qui vont nous sauter dessus et nous détruire et nous dévorer. Autrui, voilà, autrui, si vous voulez, c'est plus un être humain avec qui on veut avoir un rapport amical ou au moins de sociabilisation naturelle. Autrui est une menace potentielle. Donc il faut, si vous voulez, sortir de cette vision. Il faut faire attention. Mais est-ce qu'on ne sait pas faire attention? Est-ce qu'on n'a pas appris ça depuis qu'on est tout petit, qu'on ne se jette pas au cou de sa grand-mère quand on est un peu malade? On sait faire ça, on a toujours appris ça. Donc il faut réapprendre, si vous voulez, à redevenir humain, arrêter d'adhérer au discours de la peur et de l'intimidation et exiger de nos dirigeants prévention, traitement, réouvrir des lits à l'hôpital, enfin des choses naturelles, normales. On fait en Asie ou ailleurs. Mais je voudrais vous donner des chiffres. Il y a des exemples, des contre-exemples. Vous parlez du Mississippi, de Texas ou de la Floride, et c'est vrai, ou de l'Espagne. Mais regardez par exemple l'Italie, ils ont ouvert et puis ils ont refermé. Regardez le Portugal, ils avaient rouvert, j'y étais moi il y a quelques mois. Tout était ouvert et puis là tout s'est refermé. Regardez le Maroc aujourd'hui qui vient de dire attention, les vols à destination de la France, aller-retour terminé. Ça fait des allers-retours, tout ça. Non, mais moi, c'est pas pour. Je disais ça, oui, mais vous avez raison, mais je disais pas ça pour démontrer que l'ouverture faisait baisser les cas. Je pense qu'il y a deux choses parfaitement indépendantes. Je pense qu'il y a la courbe des cas et il y a ce qu'on fait à côté. Et donc, vaut mieux à côté préserver la vie plutôt que de faire des choses qui tuent la vie, qui tuent l'économie, qui tuent nos libertés et qui, en plus, sont parfaitement inefficaces et inutiles. Parce que vous dites, effectivement, l'Italie avait rouvert, elle referme parce que ça a remonté. Oui, mais l'Allemagne avait fermé et ça a remonté quand même. Donc, si vous voulez, au même moment. Donc, en réalité, il n'y a pas d'impact. Et peut-être que ça remontera en Espagne demain. Mais ce ne sera pas forcément du tout lié au fait qu'ils avaient rouvert. C'est ça, il faut parler à la liaison. En fait, on crée une corrélation, une causalité, où on veut la créer, là où scientifiquement, il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle de la pseudo-science. On l'a vu avec les traitements des eaux usées à Marseille et à Metz aussi. Exactement. Florian Philippot, on se retrouve après les informations. À tout de suite. Dans quelques instants, et puis vous aussi. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous vos états aussi, Florian Philippot, vous, président du mouvement Les Patriotes, et je rappelle quelques paragraphes de la fin de votre livre de l'oligarchie démasquée, et je rappelle qu'il y a l'oligarchie démasquée et la grande bascule. Encore une fois, les deux se suivent mais ne se ressemblent pas, et il faut lire les deux dans la foulée pour justement voir votre regard sur ce qui s'est passé. Juste, rappelez quand même quelques chiffres. C'est vrai que vous avez raison de dire une épidémie, ce n'est pas 10 morts par jour dans un pays de 67 millions d'habitants, dans lesquels meurent chaque année plus de 600 000 personnes, où chaque jour 60 personnes meurent d'accidents domestiques. Une maladie qui tue 1000 personnes par jour n'est pas la même quand elle en tue 100 fois moins. Et surtout, vous citez Hannah Arendt, et ça je crois que c'est toujours bon et sain de rappeler ce que disait Hannah Arendt là-dessus. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. On en est là, Florian Philippot? On en est exactement là, mais exactement là. C'est injonction contradictoire permanente. Regardez, confinez-vous à l'extérieur. Gabriel Attal, ça c'est le 3e confinement. Mais par contre, pas à plus de 6, sinon vous avez une amende à 135 €, et pas après 19h, heure de couvre-feu, sinon vous avez également une amende à 135 €. Contradictoire, incompréhensible. Tout est comme ça, hein, en réalité, depuis le début. Et on sent bien que l'idée, c'est d'avoir à la fin un peuple qui, lassé, fatigué, les gens le sont, hein, vraiment terriblement, va s'en remettre à l'autorité gouvernementale et va obéir. Ou à une autre autorité, enfin. Oui, ou pseudo-scientifique, ou je ne sais quoi, ou à l'Union européenne, voilà, et va obéir, se soumettre et ne plus réfléchir parce que c'est fatigant, en fait. C'est ce qu'on appelle aussi du dressage, de la domestication. Vous savez, la base du dressage, c'est la friandise et la réprimande. Hein, la carotte et le bâton. Oui, exactement, c'est ça. Vous savez, l'orque qui saute dans les dolphinariums, je crois qu'ils sont interdits maintenant, et qui pourra aller taper la baballe. Alors l'orque, je vous le dis tout de suite, l'orque c'est le peuple français, hein, aujourd'hui. Quand il le fait bien, on lui donne une petite sardine. Hein, ça peut être là la promesse de liberté demain. Mais quand il le fait mal, il va pas taper la baballe, on lui donne une petite décharge électrique.
C'est l'amende à 135 € ou la menace, Véran qui vient vous gronder parce que vous vous relâchez avec ces mots de pion vis-à-vis de collégiens, quoi. Et alors vous dites que par exemple, est-ce que c'est une décharge électrique pour vous? Parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, dans le passeport sanitaire ou le pass sanitaire que l'on prévoit, hein, que Thierry Breton nous annonce pour le 15 juin, n'est-ce pas, et qui va effectivement permettre de ressortir un peu partout. Vous dites c'est vraiment un outil de discrimination scandaleux. Ah bah c'est une rupture de civilisation. Il faut quand même que les gens se rendent compte. Un passeport sanitaire, ça veut dire que pour aller prendre l'avion, ou prendre le train, ou aller au restaurant, au cinéma, des choses toutes bêtes, voire travailler demain, etc., ou aller au spectacle, vous devrez montrer votre état de santé. En flashant un QR code, etc., par différents biais. Soit vous avez eu la maladie des anticorps, soit vous êtes vacciné. Puis Breton a précisé, on regardera quel type de vaccin vous avez eu. Et puis, ou alors un test que vous aurez fait dans les 48 heures. Enfin, c'est une rupture majeure qui crée donc des différences de citoyenneté. Il y a des citoyens qui vont accepter ce système et qui auront des droits, d'autres qui ne l'accepteront pas pour 1000 raisons, qui les regardent, et qui n'auront pas les mêmes droits. Oui, et d'ailleurs, ils persistent en disant, attention, et Macron et tout le monde, on est libre de se vacciner ou pas. Le vaccin n'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites pas, vous n'aurez plus le droit d'aller au cinéma, au restaurant. Ça s'appelle une obligation déguisée. Je veux dire, faut arrêter de jouer sur les mots. Et puis, c'est, si vous voulez, un système qui se met en place. Croyez pas qu'ils vont mettre en place partout des QR codes, des systèmes de passeports sanitaires, etc. Il nous a déjà présenté, Thierry Breton, le prototype à la télé. Tout ça pour 3 mois. Enfin, faut arrêter le délire aussi. Ceux qui croient ça sont de grands naïfs. Il est évident que c'est un système qui se met en place et qui durera. On ne va pas investir dans ces technologies, ces systèmes partout en Europe pour 3 mois. Et puis derrière ce passeport sanitaire, il n'y a pas que le Covid. On peut très bien imaginer demain qu'une personne qui souffre de telle ou telle pathologie pourra être discriminée sur la même base à partir du même passeport sanitaire, puisqu'on aura accepté ça. C'est aussi une rupture du secret médical. Je veux dire, donc, foncez là-dedans. Moi, j'en veux beaucoup à la pseudo-opposition en France, avec beaucoup de guillemets, opposition. Vous dites carrément dans le livre qu'il n'y a plus d'opposition. Mais quasiment pratiquement. Il y a des lanceurs d'alerte hyper courageux, mais souvent pas dans le milieu politique. Mais je veux dire, l'essentiel de l'opposition, de la France insoumise au RN, en passant par les socialistes, les républicains, les Verts, etc., ils ont accepté cette équation, passeport sanitaire ou vaccination égale liberté. Mais je suis désolé. Moi, on m'aurait dit, ou bien traitement égale liberté. Je suis désolé. La liberté, c'est un absolu. C'est un absolu. À partir du moment où on y met une condition, le vaccin ou autre, alors on accepte tout derrière. Je veux dire, on considère que la liberté, c'est un absolu. À côté de ça, et ça n'a rien à voir, on gère sereinement une crise sanitaire. Mais ça n'a rien à voir. Et on la gère efficacement. On traite les gens, on laisse les médecins prescrire librement, etc. Encore une fois, je me fais l'avocat de la défense. Ça n'a rien à voir, dites-vous, Florian Philippot. Mais quand même, ça a à voir. C'est-à-dire que moi, je veux bien, mettons que je me vaccine, je crois au vaccin, je crois que ce vaccin aura des vertus, enfin, ces vaccins auront des vertus, effectivement, thérapeutiques évidentes, eh bien, je me vaccine. Mais si je risque d'être... Alors, vous allez me dire, oui, si je me vaccine, je ne serai pas contaminé puisque je suis vacciné et que j'y crois. Mais les autres, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas quand même entre eux, ne vont pas se clustériser encore plus et tout ça? C'est-à-dire que le problème, c'est effectivement, vous vous dites, on doit avoir la liberté absolue de se soigner se soigner, j'explique, dans la perspective de ceux qui disent que le vaccin, c'est vraiment le meilleur des soins, ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe dans cette histoire? Mais non, si vous voulez, d'abord, le vaccin, moi je suis pour la vraie liberté vaccinale, oui. Chacun peut avoir fait ce qu'il veut, exactement. Mais après, on nous dit déjà, vous savez, là vous avez vu, le Royaume-Uni annonce une 3e dose finalement contre le variant sud-africain à partir de septembre. On sait qu'il y a l'histoire des variants, donc on ne sait pas très bien si ça va être efficace, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas s'il va falloir se revacciner tous les 6 mois, donc refaire son passeport sanitaire tous les 6 mois, enfin tout ça est délirant et inacceptable. Mais si vous voulez, à côté de ça, on ne peut pas mettre la pression sur un peuple en disant vous ne pouvez plus vivre tant que tant que vous êtes tous vaccinés ou vous avez votre passeport sanitaire, ça n'est pas possible. C'est une gestion pathologique d'une société. Parce qu'il y a des effets, il y a des dégâts collatéraux à dire cela. Un pays à côté qui ne vit plus,
Ce sont des dépressions. Je crois qu'on a dit que les suicides chez les moins de 15 ans, les tentatives avaient augmenté de 80%. Ce sont des catastrophes économiques et sociales. Et un pays qui est en récession majeure comme la France, il ne faut pas croire, derrière, ça veut dire un appauvrissement de la population, et y compris un appauvrissement du système de santé, une baisse de l'espérance de vie. Ce sont des étudiants qui sont dans un état épouvantable. Donc, non, moi je pense qu'il faut une rupture politique. Il faut à un moment dire on rouvre tout de suite, on rouvre tout. On arrête ce masque obligatoire. On fait à la Texas, à la Mississippi, à la Floride. Il n'y a que ça de possible. Ouais. Tout autre. Je veux dire, il n'y a pas d'autre stratégie politique possible. On laisse tomber les masques, on ouvre tout. Liberté, si les gens veulent les mettre, ça ne me dérange pas du tout. Mais moi, je pense qu'il faut des masques pour nos médecins et nos infirmières et nos aides-soignantes et tout, qui en ont manqué au début. C'était un scandale absolu. Ils avaient des sacs poubelles c'était sur le corps, etc. C'était absolument scandaleux. Mais il n'y a que ça. Si on est là à quémander quelques libertés, laissez-nous un couvre-feu jusqu'à 20h, s'il vous plaît, monsieur le bourreau, ou laissez-nous ouvrir les musées, etc. Ça n'est pas efficace. Il faut prendre un moment une décision politique et dire le conseil scientifique, tout ça, on le dissout. D'ailleurs, à la base, ça devait durer jusqu'en juin 2020. Ça n'existe plus. Il y a déjà bien des instances. Le Conseil de défense aussi. Mais bien sûr, il y a déjà 1000 instances dans l'État français qui sont là pour la haute autorité de santé. Tout ça, ça existe. Il y a un ministère de la Santé. Il y a déjà des médecins pour conseiller, etc. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Et puis, on fait beaucoup moins venir les médecins à la télévision et à la radio. C'est pas leur boulot. C'est pas leur boulot. Les décisions qui doivent être prises, elles ne prennent pas en compte que le critère médical. Alors, il y a des critères éducatifs, culturels, de liberté, économiques, sociaux, etc. Alors justement, revenons juste à la politique, Florian Philippot. Comment vous expliquez qu'effectivement, c'est en tout cas une question qu'on voit, est-ce que toute l'opposition est persuadée qu'il n'y a que cette solution que le gouvernement a, c'est-à-dire la vaccination massive et définitive, en tout cas massive, sinon à répétition. Et comment il se fait, effectivement, qu'on a des critiques? Parce que si, chez les Républicains, on entend des choses, chez vous, on entend des choses par-ci, par-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une opposition très résolue, y compris d'ailleurs à gauche, à la France Insoumise et compagnie. Pourquoi, à votre avis? Ils ont tous accepté le schéma proposé, c'est-à-dire tous en réalité... Mais pourquoi ont-ils accepté? L'opposition se limite souvent des questions de calendrier ou de méthodologie. Vous auriez dû confiner plus tôt. Vous devriez mettre les masques gratuits. Bon, c'est ça l'opposition. C'est-à-dire, en fait, on est dans la prison et on choisit de repeindre ces barreaux de prison en blanc, en vert, en rose ou en jaune. Ils n'ont plus l'ADN de la véritable J'ai même entendu Marine Le Pen dire il faut fermer les écoles. Je suis désolé, les écoles, l'instruction, ça n'est pas une variable d'ajustement sanitaire. Ça ne doit pas l'être. C'est le summum dans une civilisation et une société, l'instruction des générations qui viennent. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour la nation. Vous voyez ? Alors, pourquoi ils le font ? Soit ils y croient, probablement qu'ils ne travaillent pas assez. C'est une crise compliquée. Il faut lire des rapports scientifiques. Il faut écouter, il faut regarder ce qui se passe à l'étranger, il faut lire en français et en anglais, il faut s'instruire. Bon, faut travailler. Il faut travailler, mais vraiment, je veux dire, on ne peut pas comme ça, croire, parce qu'il y a un type qui ne vous a pas donné ses conflits d'intérêts à la télé, un médecin qui vous dit le confinement c'est efficace et puis on le croit. Non, il faut s'instruire, il faut regarder. Puis 3, c'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable d'avoir une mini-opposition, rouvrons les musées ou je ne sais quoi. Vous êtes beaucoup mieux traité à la télévision quand vous êtes sur ce type d'opposition que la mienne, qui est radicale et qui propose totalement une autre voie. Et puis, c'est plus confortable pour ceux qui auraient éventuellement des intérêts de carrière. Il y en a qui veulent être secrétaire d'État de Macron 2. Il y en a qui veulent être l'opposition chouchou de Macron et qui voudraient... Tous les goûts sont dans la nature. Le rester, voilà. Tous les goûts sont dans la nature, exactement. Surtout le goût de l'argent et de la carrière. On se retrouve tout de suite après ceci et avec les auditeurs de Sud Radio. Voilà, parce que vous aurez tous justement la parole sur Sud Radio et vous pouvez réagir aux propos de Florian Philippot qui propose notamment, il faut une rupture politique, on rouvre tout. Voilà, vous pouvez réagir à ça, mais aussi évidemment à notre invité, le docteur Gérald Kierzek, qui nous justement revenait sur cette vision apocalyptique des directeurs de la PHP. Finalement, il n'y aurait pas tant de morts que ça, et puis des passages aux urgences qui ne sont pas si importants que ça. Donc on revient sur tous ces sujets avec vous. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Français parlent aux Français et les Français parlent aux patriotes, puisque Florian Philippot est avec nous. Et vous êtes nombreux déjà à avoir pris votre ticket, mais vous pouvez continuer de nous appeler au 0826 300 300. On commence par un petit tour au Val-de-Marne, dans le Val-de-Marne, avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour André Berkov, bonjour Clémence. Bonjour Julien. Et bonjour à votre invité courageux, on peut le dire. Bonjour à vous. Parce qu'effectivement, vous êtes Florian Philippot, on peut le dire, assez rare dans la vie politique. On a aujourd'hui une classe politique qui est complètement couchée à plat ventre devant la peur et devant effectivement cette épidémie. Franchement, moi je trouve qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. On se demande vraiment où est l'opposition. À part vous, j'entends.
Moi, je m'interroge parce que franchement, quand on regarde les choses un petit peu depuis un an, on a un peu de recul, on se dit que finalement, le Covid, le crime est presque parfait. Vous avez, effectivement, quand on regarde les choses, eu un enrichissement des plus riches par des opérations financières qui n'est plus à démontrer. Vous avez, ça, beaucoup d'économistes le disent, un grand reset de l'économie qui est en préparation parce qu'en réalité, il y a derrière des choses dont on parle peu, la crise financière qui arrive et qui, effectivement, ce Covid va permettre de mettre fin aux entreprises zombies, l'effacement des dettes, accélérer les réformes libérales comme la future casse de la sécurité sociale. Après l'avoir détruite, je parle notamment pour la France, il faut savoir que là, on est en train de détruire la sécurité sociale, qui est, si par malheur M. Macron est réélu en 2023, la prochaine réforme qui sera exigée par Bruxelles et par les GOPÉ. Voilà, vous avez ensuite, le troisième point sur les 5, miner les processus électoraux, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Gutiérrez de l'ONU, affaiblir la voix des opposants, réprimer les critiques, rendre la population docile et obéissante en les infantilisant, et puis tout ça avec l'aide effectivement d'un matraquage des médias, mais qui est unicolore. En réalité, on entend quasiment, pas sur Sud Radio fort heureusement, mais on entend quasiment toute la journée un discours anxiogène, et qui fait que la population effectivement devient docile. Enfin, vous avez une baisse de la population mondiale qui est prévue. C'est Bill Gates qui avait dit, je cite exactement, il faudrait une baisse de la croissance de la population. C'était lui-même qui le disait lors de sommet. Et enfin, dans le cas de la France, si on regarde au niveau national, vous avez dans le cadre de notre pays, vous avez en réalité, le Covid permet de transformer des régimes comme les nôtres, des démocraties, si on peut encore les appeler comme telles, vers des régimes libéraux autoritaires qui s'adapteront de plus en plus au modèle du futur numéro 1 mondial qui s'appelle la Chine. Florian Philippot. Oui, si vous voulez, c'est assez amusant parce que vous avez cité 2 titres de chapitres de mon livre, Où est l'opposition, et un chapitre que j'ai appelé Bienvenue dans le monde réinitialisé, où en réalité, il suffit de voir les tendances actuelles, où là aussi le Covid en fait a fait accélérer les tendances qui existaient, de la disparition des petits et des indépendants. Là, ce sont eux qui sont aujourd'hui victimes, au bénéfice ils ne seront pas remplacés par rien. Ils seront juste des TPE, des PME. Oui, les restaurants aussi, la culture, l'événementiel, les bars, etc. Tout ça va être remplacé, ou les salles de sport indépendantes, par exemple, ça va être remplacé par des grands groupes, des transnationales, la vente à distance, etc. On voit bien, c'est l'impact économique, on voit bien l'impact politique. Il faut lire le rapport du Conseil scientifique sorti hier sur le report des régionales départementales qui demande, je cite, l'interdiction des réunions publiques pendant les campagnes, y compris en extérieur. Officiellement, ils demandent l'interdiction des réunions publiques. Page 8 ou 9, je crois. Et ils disent de faire une campagne par numéro vert et Internet. Alors, numéro vert, en plus, je pense que c'est même pas conforme avec le droit électoral. Ça coûte une fortune. Ah oui, vous dire campagne numérique. Et ils parlent du vote par correspondance aussi. Ils demandent, ils disent c'est dommage qu'on n'ait pas le vote par correspondance, mais aussi le vote par machine à voter. Enfin, tout ce que souhaite Macron, tout ce qu'ils ont essayé de faire passer ces derniers mois par des amendements et des projets de loi. Tout ce qu'ont fait les démocrates américains. Exactement. Les machines à voter, etc. Donc, si vous voulez, on voit ça. Moi, je vous signale d'ailleurs que s'ils interdisent les réunions publiques à l'extérieur et que si je suis candidat à des élections, je ferai quand même des réunions publiques à l'extérieur. Personne qui m'empêchera d'aller voir les électeurs, ou alors, je veux dire, non. Ou alors, on chantera les Marseillaises, on verra bien ce que fera la police et la gendarmerie pendant qu'on chantera la Marseillaise. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, vous avez raison, monsieur, il faut que les Français se rendent compte qu'ils sont mis dans un climat anxiogène, que cette crise sanitaire, elle existe, il y a une maladie, il y a un virus, etc. Il faut le traiter, on peut le traiter, c'est pas la peste noire, c'est pas Ebola, ce sont pas du tout les mêmes chiffres de mortalité. C'est pas la grippe espagnole non plus. Il faut le faire sereinement, mais à côté de ça, vous voyez bien qu'il y a des gens qui profitent de la situation pour imposer un monde qui n'est pas humain, qui est humain pour eux, pour leurs intérêts, mais qui ne l'est pas pour la masse de la population. Et les Français doivent se révolter contre cela. Alors c'est bien Internet, c'est bien les réseaux sociaux, je le fais aussi massivement, c'est bien les médias, et je vous remercie beaucoup pour votre invitation, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que nous, on est tout le temps dans des rassemblements dans la rue pour que les gens se voient, recréer des liens humains. Florian Philippot, vous êtes dans les rassemblements, c'est très bien, mais vous n'êtes pas des dizaines ou des centaines de milliers. Comment vous expliquez quand même qu'il y a aujourd'hui, disons-le quand même, parce qu'on parle des politiques, on parle qu'il n'y a pas d'opposition, etc. Bon, très bien, mais où est le peuple français? Il est où? Il a peur. Il y a une passivité quand même, en tout cas, qui se sent, il faut le dire. C'est pas parce qu'on ne va pas flatter les gens dans le sens du poil.
Où sont les gens? Alors, il y a eu, vous allez me dire, avec les Gilets jaunes, les gens ont été échaudés vu ce qui s'est passé, peut-être comme répression ou sanction, peu importe. Mais enfin, il y a quand même quelque chose. Est-ce qu'on est dans la servitude volontaire dont parlait la Boétie il y a 5 siècles? Ou on est où là? Oui, la Boétie qui dit justement dans la servitude volontaire, nos tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Voilà, et j'ai l'impression qu'on est un peu à genoux là en ce moment. On est un peu beaucoup à genoux. Alors nous, dans nos rassemblements, on a commencé fin octobre. Vous savez, à Paris, on était 50 au début, sous le ministère de la Santé. Dimanche dernier, on a défilé, on était 2000. C'est pas, je suis d'accord, des centaines de milliers. Enfin, c'est 2000 personnes. Je crois que c'est aujourd'hui un des plus grands rassemblements qu'il y a eu politique contre cette folie. Et on le refait d'ailleurs samedi 15h. Rendez-vous devant le ministère du Travail. Je fais de la publicité. Boulevard des Invalides. Et le matin, d'ailleurs, je serai dans l'Oise à 10h30, place Jeanne Hachette. Samedi 3 avril, pour ceux qui veulent venir. Puis on en fait partout en France. Il faut aller sur le site des Patriotes pour voir les rassemblements. Bon, pourquoi? Parce que les gens, vous l'avez dit, les gens ont été échaudés par les Gilets jaunes. Il y a quand même eu une répression incroyable qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps en France, des yeux crevés, des mains arrachées, etc. C'est vrai, moi je le vois. Hein. Il y a des gens qui me disent, vous savez, moi j'ai peur. Bien sûr. Alors, je rassure tout le monde. Nous, ça se passe bien pour le moment. On n'a pas eu ce genre de problème. On sent une pression, mais pas de violence. Mais, bon. Oui, mais au-delà au-delà de ça, l'opposition est aux abonnés absents. Nous, on est là, les patriotes, mais on n'est pas suffisants. Voilà, et quand vous n'avez pas un vaste mouvement politique, j'invite tout le monde, moi je demande à tous les souverainistes de venir à nos rassemblements, il ne faut plus chipoter, il ne faut pas trouver des prétextes, il faut tous venir. De droite, de gauche, on s'en fiche. Là, c'est la vie qui est en jeu, c'est la liberté qui est en jeu, c'est la France qui est en jeu. Oui, alors moi, on me trouve des prétextes, je vais être mal vu par les médias, enfin c'est de la rigolade ça. Qu'est-ce qu'auraient fait ces gens-là en 40 ? Ils auraient attendu 46. Bon, donc si vous voulez, il faut bouger, il faut se prendre en main, personne ne le fera à notre place, et on ne compte pas sur les contre-pouvoirs, avec beaucoup de guillemets, qui sont tout contre le pouvoir, je crois, comme dirait Guitry, c'est ça ? C'est ça. Donc Conseil d'État, par exemple, qui normalement est le juge des libertés en France et qui est lamentable depuis le début de cette crise, on se prend en main nous-mêmes, et les Français, vous allez voir, les Français, ils sont en train en ce moment de réfléchir, de se réinformer, de parler entre eux. À un moment, cette énergie-là, parce qu'elle existe, elle va sortir de la cocotte minute. J'en suis persuadé. On va le voir. Clémence, on va voir déjà si on a des Français prêts à sortir de la cocotte minute. Exactement, ils sont là, ils nous appellent et on donne tout de suite on donnera dans quelques instants la parole à Patrick. Et puis vous aussi, vous réagissez, toujours au 0826 300 300 et vous avez bien raison puisque vous faites la radio avec nous. Tout de suite, on redonne la parole à Patrick. Patrick qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Bonjour à Monsieur Philippot. Bonjour. Je trouve qu'il est très courageux. J'ai envoyé un mail à une adresse mail donc au Grand Est. J'ai pas eu de réponse, mais bon, si éventuellement je peux laisser mon numéro de téléphone après l'émission pour Monsieur Philippot. Pas de problème, vous le donnerez au standard, monsieur, voilà. et on le transmettra. Alors, bonjour Monsieur Berkoff et merci d'être encore là, présent. Vous êtes une voix utile. Merci. Je suis effaré de ce que je viens d'entendre, mais ça ne me surprend pas parce que on a affaire à un monstre en face. On a affaire à des monstres et ils n'en ont rien à faire de l'être humain. Alors je vais essayer d'être court. Je suppose que vous comprenez l'anglais tous les deux parce que moi je suis bilingue, ma femme est anglaise. Allez-y. On traduira pour les auditeurs. Oui. Et Monsieur Philippot disait qu'il fallait qu'on suive les médias aussi à l'étranger. Nous on suit Breitbart, on suit Info. Enfin, on a plein de think tanks avec lesquels on est en rapport. Alors je vais vous citer le verset. C'est un verset énormément, et c'est énorme, vous allez voir. C'est Éphésiens 6,4. Moi, c'est dans la Bible juive, puisque la Bible est juive, il faut le savoir quand même, de A à Z. Alors, je vous le dis en anglais, c'est verset 12. For we are not struggling against human beings, but against the rulers, authorities and cosmic powers governing this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on lutte quoi? Contre des puissances de contrôle, de domination, d'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de pouvoir. Et ils n'ont rien à faire des gens. Et ils n'en ont rien à foutre du peuple. Les Français, ils n'en ont rien à faire. Donc c'est très clair. Et je crois que M. Philippot met le doigt sur vraiment il n'est pas loin du cœur du problème, comme du cœur de l'atome. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois qu'une solution. C'est que les Français se lèvent comme un seul homme et de reprendre leur destinée en main. Parce que la France, moi je le répète, France veut dire liberté. La France n'a pas été créée pour se coucher.
La France n'a pas été créée pour se coucher. Voilà, c'est tout. Très bien, espérons-le. En tout cas, effectivement, la France n'a surtout pas été créée pour se coucher. Et donc, il est temps, tout à fait, elle doit se lever. Et quand la France se bat pour la liberté, c'est le monde qui va mieux. Écoutez, bien que c'est de bon augure. Florian Philippot, le problème, on revient à cela. Effectivement, on en a parlé déjà, mais je voudrais en parler pour quelque chose d'autre. Quand la France se remettra debout, et vous, là-dessus, vous êtes assez radical sur l'Europe. Vous dites, comment voulez-vous qu'on se mette debout, puisqu'on a déjà un tailleur qui nous taille des costards du matin au soir et du soir au matin, et qui nous force à les mettre, même si on ne rentre pas très bien dedans. Bah exactement. D'ailleurs, c'est pour répondre à votre question et répondre à ce que disait monsieur en fin d'intervention sur la liberté. Ça m'a fait penser à la question européenne, la question de l'Union européenne. Quand la France pourra se remettre debout si elle retrouve les instruments de sa politique, de sa puissance, de sa souveraineté. C'est-à-dire que si elle quitte l'Union européenne, l'euro, et je dirais toutes les instances supranationales. Vous êtes pour un Frexit, vous, complet. Total. Et rapide d'ailleurs. On a bien vu avec le Royaume-Uni que c'était pas l'apocalypse, l'invasion de sauterelles qu'on nous avait annoncé, loin de là. Et puis qu'on quitte aussi l'OTAN, qu'on quitte la CEDH, le Schengen, les instances supranationales qui font qu'on n'est pas maître de notre destinée. Les Français, ça peut leur paraître incroyable, abyssal, ce que je dis. Tout le monde dit que ça va être la faillite si on retrouve le franc, mais le franc va être au niveau, même pas au gaz de schiste. Enfin, voilà. Voilà. Donc, mais alors que je leur propose juste d'être un pays classique. Les pays dans le monde, à part ceux qui appartiennent à l'Union européenne, ils ont leur souveraineté. Ça n'a rien d'extraordinaire. L'anomalie, je le dis toujours, l'anomalie, c'est l'Union européenne. Mais on le voit bien dans cette crise, il faut d'autant plus quitter l'Union européenne qu'elle est perclue de conflits d'intérêts, etc. On l'a bien vu avec l'achat de 1 milliard d'euros de Remdesivir en octobre dernier, au moment où on sait déjà que c'est inefficace, voire dangereux, voire que c'est mutagène, comme dit le professeur Raoult. Donc il faut la quitter d'urgence. Et la il faut pas craindre. L'Union européenne a négocié les doses de vaccins. Exactement, mais tout... Rien ne va. Au début, elle nous a dit de laisser grand ouvert nos frontières. Elle nous a négocié un plan de relance, là où la France s'engage pour 80 milliards, elle en reçoit 40, conditionné à la réforme des retraites, etc. À la fin, rien ne va dans cette affaire. Il faut la quitter le plus vite possible. Et ceux qui vous font peur, en disant les conséquences, vous citez le franc, etc., pensez que ce sont les mêmes qui vous font peur du matin au soir sur le Covid, en vous disant si demain vous sortez sans masque, vous allez tuer tout le monde. Ce sont les mêmes. Donc d'un même élan, il faut récupérer nos libertés individuelles et collectives et nos libertés politiques par la sortie de l'Union européenne et de toutes les instances supranationales. Il n'y a pas d'autre avenir. Sinon, je vais vous dire, on aura des débats entre les Bertrand, les Macron. Même aujourd'hui, j'y mets Marine Le Pen, puisqu'elle veut rester dans toutes ces instances, sans exception, y compris dans Schengen maintenant. Vous aurez des débats entre tous ces gens-là, les Jadot, les Mélenchon, et tout ce que vous voulez. Et ils auront des débats d'opérette. On ne maîtrise pas la politique et l'avenir d'un pays si on n'a pas les instruments pour maîtriser l'avenir d'un pays. Si on maîtrise ni ses frontières, ni sa monnaie, ni son budget, ni ses lois, ni rien, croyez pas que vous allez changer la vie. Surtout vous n'allez rien changer du tout. De la 6e puissance du monde quand même encore. C'est pas Andorre ou la clé pour les Français, c'est d'avoir un peu confiance, de reprendre confiance. C'est un pays plurimillénaire et de ne pas avoir peur. C'est un pape qui disait n'ayez pas peur, Jean-Paul II. Ouais. Mais je le redis moi en manifestation à chaque fois. N'ayez pas peur, c'est la clé. C'est la clé de tout. Vaste programme, comme disait le général. Alors, vous êtes encore très nombreux à nous appeler sur le standard, mais on va faire un petit tour du côté du Facebook Live, parce que là aussi, vous pouvez réagir et commenter. Vous êtes aussi très nombreux à nous regarder sur le Facebook Live. Et il y en a beaucoup qui réagissent justement à vos propos, à votre appel au rassemblement commun des souverainistes, Florian Philippot. Je vais citer par exemple, parce qu'il résume bien, François Isnard, qui nous dit « J'attends, comme je pense beaucoup d'autres Français, que les souverainistes se rassemblent et proposent un programme commun. » Voilà, ils sont très très nombreux à aller dans ce sens-là, donc je lis ce petit commentaire. Et on peut retourner au standard 0826 300 300. Je peux répondre à ça ou... Bien sûr. Oui, allez-y. Je dis, vous avez parfaitement raison. Je dis aux personnes qui se posent la question d'aller voir sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Florian Philippot. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois, il y a presque un an maintenant, qui s'appelle Je vous propose la maison commune des souverainistes. J'ai écrit à tous, je les invite tous, tous les samedis. Il y en a plusieurs qui sont venus et je les en remercie le samedi. D'autres ne viennent pas ou ne veulent pas venir maintenant ou trouvent des prétextes ou je ne sais quoi. C'est pas bien. Moi, quand on m'invite, j'y vais.
Je veux dire, et j'y vais avec beaucoup de bonne volonté. Vous invite, mais alors, justement... Non, mais je veux dire, la question devrait même plus se poser. On devrait déjà avoir notre propre association, loi 901, qui fédère nos partis politiques, ou nos mouvements, ou nos associations. On devrait avoir déjà écrit une charte de nos points communs. On devrait être beaucoup plus offensif et rassembler. Philippot, vous savez très bien, ça c'est très bien en théorie, comme dit l'autre, parce qu'en théorie on vit bien, mais le problème c'est le tout à l'ego. Je sais bien. Vous le savez très bien. C'est-à-dire, et juste un mot, parce que c'est intéressant. Ça n'est que ça, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que les souverainistes, oui, mais chacun vous réunir autour de lui. Ah oui, attention, et surtout qu'il y a les présidentielles en 2022, c'est dans un an, c'est demain. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont annoncé leur candidature à la présidentielle. Vous dites déjà... pas, réunissez-vous autour de moi. Non, mais moi, parce que je vous dis exactement, moi, quand on peut... non, mais allez-y. François Asselineau avait fait le 31 janvier une réunion pour le Brexit. Il nous invite. Oui. Voilà, j'y vais avec grand plaisir. Je prends la parole. Voilà. Moi, depuis ce temps-là, je l'ai invité de nombreuses fois. Il est jamais venu. Bon, c'est son choix. Mais je veux dire, il y a d'autres personnes qui font des choses. J'y vais. Dupont-Aignan m'a invité à son congrès en septembre. J'y suis allé. Je l'avais invité le 5 juillet. Il était venu à la journée souverainiste. Je veux dire. Vous dites le problème, c'est tout à l'ego, ça n'est que ça. Et puis il faut sortir du strictement politique. Il faut aller voir les lanceurs d'alerte formidables dans le monde de la culture, dans le monde des médecins, la coordination santé libre. Moi, j'ai invité aussi le samedi Martine Vonner, Henri Guénaud, qui m'ont répondu d'ailleurs très très gentiment. J'ai pas de problème là-dessus. Et puis ceux qui voulaient pas venir hier, moi je suis pas rancunier. Demain, s'ils viennent, on efface tout. L'ardoise, elle est effacée. On repart de zéro parce que je ne pense qu'à la France. Alors juste une question, mais c'est important parce que je crois que beaucoup de gens se la posent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez pendant des années une des têtes pensantes du Rassemblement National, du Front National d'abord, devenu Rassemblement National. Qu'est-ce qui vraiment, aujourd'hui, a fait que... Qu'est-ce qui vous sépare vraiment de Marine Le Pen aujourd'hui? Enfin, je ne parle pas d'elle personnellement, enfin de la ligne. Si vous voulez, vous voyez l'image, vous voyez ces films catastrophes américains, par exemple La Faille de San Andreas ou des choses comme ça, ou plus récents, je ne sais pas. Vous voyez une petite faille, en fait c'est le séisme du siècle. Au début c'est la route se coupe en deux, et puis moi je l'ai vu ça en 2017. J'ai vu que la route se coupait en deux. Et puis, dès 2017. Et puis après c'est un gouffre en fait, parce que les plaques se séparent. Aujourd'hui je partage plus grand chose. Parce qu'en 2017, je suis parti en septembre, parce qu'ils avaient abandonné la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Et je l'avais dit d'ailleurs très clairement, dès le mois de mai, en sortant de la présidentielle, au moment où Marine Le Pen change de programme, je dis publiquement, je crois que c'était aux grandes gueules d'RMC, ils me disent, si elle abandonne la sortie de l'Union européenne et de l'euro, est-ce que vous quittez le Front National? J'ai dit oui, tout le monde a dit c'est du bluff. J'ai dit moi je suis là pour mes convictions. Et je suis sorti d'une position qui était bien plus confortable. Je peux vous le dire, à plein de points de vue. Mais j'ai assumé mes convictions. Et je leur ai dit, quand je suis parti en septembre 2017, vous abandonnez ça, qui est un point fondamental. La monnaie, c'est pas du tout comme monétaire et économique. La monnaie, c'est politique. La monnaie, c'est politique. Qui tient la monnaie, tient un peuple. Je leur ai dit, vous savez, c'est comme un fil qu'on tire d'un vêtement, tout part. Ça s'arrête jamais. Vous allez tout abandonner. Et en 3 ans, ils ont abandonné la sortie de l'OTAN, la sortie de la CEDH, la sortie de Schengen tout récemment. Et ils viennent de faire une tribune pour dire qu'il fallait payer la dette jusqu'au dernier centime. Alors qu'il y a d'autres solutions, on le sait. Notamment si on retrouve notre souveraineté monétaire. Parce que de toute façon, ça n'est pas faisable de payer la dette. Sauf de mourir tous très vite. Asphyxiés complètement. Et puis on voit leur soumission sur le Covid. Donc aujourd'hui, je n'ai plus grand-chose en commun avec eux. Voilà. Et je leur reproche de dire des slogans aux Français, par exemple, arrêtons l'immigration, etc. Je suis d'accord. Mais quand on dit ça et qu'en même temps on veut rester dans la CEDH, dans l'Union européenne et dans Schengen, on se prive des moyens de le faire. Et donc on ment aux Français. Et ça, c'est insupportable. Clémence. Oui, alors on retourne cette fois-ci au standard. On donne la parole à Marie qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Marie. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Bercoff et Monsieur Philippot. Bonjour. Merci de donner la parole aux auditeurs. Je me permets de venir aujourd'hui car je suis très inquiète sur le droit des enfants. Les enfants ont le droit, ça doit primer en fait aujourd'hui. Donc les gilets jaunes comme moi, puisque j'en fais partie depuis le début, on est toujours là, on a toujours été là. Pendant le premier confinement, on n'a pas pu avoir la parole. On est ressorti le 11 mai. Depuis le 11 mai 2020, on est tous les jours en action dehors, en rassemblement dehors, pour informer que M. Philippot est en train d'écrire, du moins ses livres, sur l'oligarchie, sur le franc CFA, avec l'Afrique. Puisqu'il y a aujourd'hui il y a Giorgia Meloni qui dénonce sur le CFA franc de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est vraiment nos enfants, la liberté de nos enfants de respirer de 6 à 11 ans, qui devient dramatique. Car on a des enfants à l'école aujourd'hui qui sont
très énervés, très anxieux, qui n'arrivent plus à avoir un apprentissage sain. Des médecins comme le collectif Enfance et Liberté ont fait des annonces, comme je pense que vous avez dû l'entendre, disant que les pédiatres s'unissent pour dire que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer. Et aujourd'hui, on sait que le port du masque sur les petits-enfants est très nocif. Donc, ma parole aujourd'hui, c'est parents, prenez vos responsabilités. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Merci Marie. Effectivement, ce problème des enfants qu'on veut masquer, et non seulement, et qu'on commence à vacciner aussi. Oui, les enfants qu'on veut... Non. Les enfants, non, ne sont pas vaccinés. Ils veulent les tester à l'école. Non, ils ne sont pas encore vaccinés, mais il y a des gens qui veulent les vacciner. Il y a ça. Il y a AstraZeneca qui a commencé des tests sur les enfants de 6 mois à 11 ans. Et Pfizer et Moderna qui sont en train de commencer également à une phase un peu moins avancée. Oui, on les veut masquer, tester, vacciner. On se demande demain s'il ne faudra pas un passeport sanitaire pour aller à l'école. Pour les enfants. Enfin, je veux dire, vous savez, aujourd'hui, tout ça paraît de la science-fiction. Je vous rappelle que moi, quand j'ai lancé la pétition nationale contre le passeport sanitaire début décembre 2020, j'étais sur les plateaux de télé. On me disait complotiste, ça n'existera jamais. Je veux dire, non, mais donc il faut arrêter aussi au bout d'un moment de croire que tout ce qu'on dit, ça n'arrivera pas. Etc. Non, ça peut arriver. Je veux dire, passeport sanitaire pour aller à l'école, il n'y a rien d'incroyable dans cette idée, ça peut arriver. Mais moi, je suis aussi, comme madame, très sensible à la question des enfants. J'ai fait d'ailleurs une vidéo il y a 2-3 jours sur ma chaîne YouTube là-dessus. Il faut évidemment sortir de l'idée que l'école est une variable d'ajustement sanitaire. La variable, ça doit être le nombre de lits. Donc à l'hôpital, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est ça, une politique sanitaire. C'est les traitements, c'est la prévention, c'est le système immunitaire, c'est les lits à l'hôpital, etc. C'est l'embauche de personnel soignant, c'est de bien les former, c'est de bien les embaucher, c'est bien les payer. Voilà, c'est ça une politique sanitaire. Tout le reste, on n'est pas dans le sanitaire. Donc l'école, c'est un sanctuaire. On doit y apprendre le mieux possible le français, les mathématiques et tout le reste. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'école d'ailleurs par ailleurs, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et on doit, alors pour rassurer ceux qui sont inquiets, moi ça fait des mois que je propose qu'on installe par exemple des purificateurs d'air dans les écoles. On sait que ça absorbe plus de 99% des virus. Il y a eu des études là-dessus récemment. Véran vient à moitié de se réveiller sur le sujet il y a 2 semaines. Ça fait que c'est quand même très tardif. Il parle même des traitements, Véran, maintenant. Il parle des traitements, mais on ne voit pas grand-chose venir, à part les anticorps monoclonaux qui sont très chers et qui ne sont qu'en phase 2. Enfin bref, voilà. Donc si vous voulez, mais qu'on arrête de maltraiter nos enfants. Des enfants, soit tout petits, à la crèche, etc., ou à la maternelle, qui sont en train d'apprendre la langue et qui ont face à eux, ils n'ont pas le masque, mais en face, ils ont des adultes qui ont le masque. Ils ne voient plus ça. Ils ne voient plus la bouche, ils ne voient plus le nez, ils ne voient plus tout ça. Il y a des médecins des orthophonistes qui ont alerté là-dessus, des pédopsychiatres en disant mais c'est problématique pour l'apprentissage. Et puis pour eux, c'est anxiogène. Enfin, c'est hyper anxiogène. Les faire cracher tous les matins pour un test salivaire quand vous avez 6 ans, déjà on vous met un masque, votre maîtresse a un masque et on vous demande de cracher tous les matins et à la télé, vous voyez bien forcément à la maison qu'il y a une ambiance anxiogène. Mais enfin, le gamin à 6-7 ans, il va être en panique générale. Comment voulez-vous ? Enfin, il faut, alors que c'est le moment où normalement, on apprend et puis on s'amuse, on a des copains et puis on apprend la vie. Enfin, je trouve terrible le sort qu'on fait aux enfants, absolument terrible. Clémence ? Allez, vous continuez en tout cas de nous appeler, d'accord, pas d'accord. On vous attend tous au 0826 300 300 dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est bien vrai que les Français parlent au français puisque vous venez, vous prenez la parole et vous nous posez des questions. Et tout de suite, on va à Strasbourg. On donne la parole à Yannick. Bonjour Yannick. Oui, bonjour Yannick. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Philippot. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, on vous écoute. Parfait. Écoutez, moi, j'ai vite pensé qu'en fin de compte, cette crise Covid était parfaite pour habituer les citoyens à être muselés progressivement, on va dire, à nous apprendre la contrainte. Et M. Philippot parlait de dressage, on y est totalement, c'est du dressage. On nous apprend gentiment, étape par étape, à accepter ce qu'on nous impose. Et je voudrais dire, ça fait un an qu'on nous prive de nos libertés fondamentales. Il ne s'agit pas de luxe, il s'agit de liberté, de citoyens, d'être vivants, de personnes
qui cherchent simplement à se déplacer, à avoir des rapports sociaux, je veux dire, et on nous prive de notre liberté fondamentale. Alors moi, je pense qu'il faudrait lever toutes les restrictions liberticides, toutes, et donner les moyens à l'hôpital de pouvoir absorber la masse de personnes malades, ni plus ni moins. Je veux dire, l'hôpital n'est pas là pour servir de curseur. L'hôpital est là pour avoir les moyens d'accueillir les gens qui arrivent. Alors que là, c'est devenu un curseur politique. C'est devenu un curseur. Et quand l'hôpital est plein, eh ben, hop, stop, on reconfine tout le monde ou on reconfine pas. Enfin, maintenant, on sait plus. Donc voilà. Mais par rapport aux libertés, mais arrêtons d'accepter. Les gens qui nous dirigent ne représentent pas la France. C'est nous, la France. C'est pas eux, c'est nous. C'est nous qui les payons en plus, ne l'oublions pas. Hein. C'est quand même aberrant. C'est une maison. On est arrivé, alors demain on va accepter le passeport, mais j'ai pas envie de justifier de ce que je suis, de ma santé, pour pouvoir vivre comme hier. Personne n'a justifié dans le pays des droits de l'homme de quoi que ce soit pour se déplacer librement, pour aller au restaurant, pour prendre l'avion, pour prendre le train. Je veux dire, on est en train de nous enfermer progressivement. Monsieur Philippot a tout à fait raison. Voilà, c'est du dressage progressif. Alors dressage, dit-on, effectivement, mais justement, de ce point de vue-là, c'est vraiment le problème, rapport, comme on dit, vous savez, on dit bénéfice-risque, c'est le slogan à la mode, ou le cliché, disons, mais effectivement, ce rapport santé-liberté, faudrait peut-être, effectivement, le préciser, Florian Philippot, parce que la santé aussi, on y tient, hein, c'est quand même très important. Personne n'a envie de mourir plus tôt que prévu. Après, il y a évidemment, la vie est un métier à risque, on le sait, mais quand même, la santé, c'est pas une variable d'ajustement, c'est très important. Et la liberté, aussi important. On marche sur deux jambes, comment en fait qu'on ne boite pas, qu'on ne claudique pas? C'est ça le problème. Il faut couper le faux lien qui a été créé, il y a un faux raisonnement. Des pays nous démontrent qu'on peut vivre normalement sans que ça fasse exploser l'épidémie. En Suède, ni couvre-feu, ils n'ont jamais fermé leur restaurant, ils n'ont pas fait de confinement, ils n'ont pas fait le quart du dixième de ce qu'on fait. Et je regardais encore avant de partir là, les chiffres de mortalité, ils sont passés derrière nous par habitant, et en plus l'écart se creuse. Ils ont quasiment maintenant 10% de moins de mortalité. La Suède. Voilà, la Suède. Ouais. Alors par contre, ils ont gagné à côté, ils ont beaucoup moins détruit leur économie, ils ont une récession qui est que de 3%. En 2020, nous, c'est 3 fois plus. Ils n'ont pas les drames psychologiques qu'on a chez nous, pour les étudiants, etc., ou les personnes âgées. Et ils n'ont pas l'explosion de suicides, tentatives chez les enfants, etc. Donc, et puis ils n'ont pas atteint aux libertés. Voilà. Donc, on sait aussi, par exemple au Japon, vous savez que le confinement, comme en Finlande d'ailleurs, le confinement, il est anticonstitutionnel. Ça devrait être le cas en France. Si on avait des vrais juges des libertés en France, ça serait le cas. Enfin, je veux dire, vous lisez normalement la Constitution française, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui a valeur constitutionnelle, qui en sert de préambule, ou le préambule, etc. Normalement, le confinement n'est pas constitutionnel. Comme on a des juges qui sont complètement politisés, les Fabius, etc., qui sont tous les copains, qui se connaissent tous. Et puis, Conseil constitutionnel, et puis Conseil d'État, est complètement soumis, puis il y a des intérêts de carrière aussi derrière tout ça. On n'est pas défendu. Donc monsieur a raison là-dessus. On ne doit pas accepter ce lien entre une restriction de liberté, c'est une politique sanitaire. Ça n'est pas vrai. Une restriction de liberté, ça n'est pas une politique sanitaire. Une politique sanitaire, c'est le système immunitaire qu'on doit booster par différentes méthodes, notamment autoriser les gens à faire du sport. Ça serait intelligent, rouvrir les salles, un peu de plein air, la prévention, les vitamines D, ce sont des traitements, ce sont éventuellement des vaccins quand ils sont bien testés, éprouvés, pas l'expérimentation n'importe quoi en quelques mois. Ce sont des investissements sérieux dans l'hôpital, dans le personnel, la formation, c'est ça une politique sanitaire. Apprendre aussi, vous savez, dans cette épidémie, on sait que les personnes qui ont une forte obésité sont plus touchées. On le sait. C'est pas beaucoup dit, je sais pas pourquoi, alors qu'il n'y a rien d'insultant là-dedans. C'est simplement que c'est un fait. Bon, les réanimateurs vous disent on a énormément de personnes en fait en grande obésité qui sont en réanimation. Une grande politique de santé publique, ce serait d'agir par le sport, l'alimentation, etc., pour faire baisser le taux d'obésité en France. De toute façon, l'obésité peut entraîner d'autres pathologies, diabète, etc. Donc autant miser à fond là-dessus. Et puis ça aura un impact aussi très fort sur le Covid. On sait
que oui, le système de santé depuis 20 ans ou 25 ans a été vraiment... alors qu'on avait le meilleur système de santé du monde, on disait économiquement et tout. Bien sûr. Clémence. Alors, rapidement, on va donner la parole à Pascal qui nous appelle d'Alsace. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Clémence, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Philippot. Bonjour Monsieur. Déjà une petite question pour vous Monsieur Berkoff. Vous avez parlé avant de l'Italie. Bon, l'Italie ça me concerne un petit peu, mon père est italien. Oui. Ce qui se passe en Italie, faut pas s'étonner. Quand on voit le nouveau patron de l'Italie, c'est Monsieur Draghi, qui sort comme de Goldman Sachs, qui a été placé à la Banque Centrale Européenne par Goldman Sachs, et qui a des conflits d'intérêts énormes avec Goldman Sachs. Ça, faut aussi le dire. Donc ce gars-là, il travaille pour l'Europe, il travaille pour cette Europe-là justement, qui est un cancer pour nous. Cette Europe-là veut nous imposer un pass sanitaire. Elle veut nous mettre en dictature, mais par contre, elle veut emprisonner 500 millions d'Européens. Mais s'il faut savoir que cette Europe autorise que des dizaines de milliers de migrants débarquent toutes les semaines en Europe sans carte d'identité, sans passeport, sans vaccin, sans geste barrière, sans masque et sans passe sanitaire. Le pass sanitaire, vous savez, il est que bon pour les Européens. Il n'y a que nous qui devons être en prison et accepter tout ce qu'on veut nous faire subir. Et il y a un auditeur au début qui a parlé de Bill Gates, mais il a absolument raison. Claire Sevrac, en 2015, on a parlé de ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est du complotisme, on va dire. Il n'y a pas de complotisme. À un moment donné, il faut quand même analyser qu'il y a quand même des gens courageux qui en parlent de ce qui se passe, qui parlent des conflits d'intérêts qu'il y a avec nos politiciens européens, notamment Macron, avec Klaus Schwab. Parce que Macron reçoit régulièrement Klaus Schwab. Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il ne dit pas qu'il prend les ordres de Klaus Schwab? Et M. Philippot a absolument raison. Aujourd'hui, on rentre dans une dictature. Et je soutiens M. Philippot à 100%. Battez-vous pour les Français, battez-vous pour le peuple, parce que l'opposition, il n'y en a plus. L'opposition, c'était tous des charlots qui travaillent pour ce système-là. Et c'est parce qu'à un moment donné, il faut quand même parler d'opposition. Ça fait 40 ans que la France est en dérive. 40 ans que ce pays est en train de mourir tout doucement. Ça fait 40 ans qu'on a le même au pouvoir. Ça fait 40 ans qu'ils acceptent, qu'ils se soumettent à cette Europe-là qui est le malheur des peuples européens. Voilà ce que j'avais à dire. Et j'espère que vous venez bientôt sur Mulhouse parce qu'on sera beaucoup à venir vous voir, M. Philippot. Très bien, mais écoutez, je crois qu'il sera là. En tout cas, juste le mot de la fin, Florian Philippot. On voit, vous avez entendu les auditeurs, on en a parlé suffisamment. Le problème aujourd'hui, c'est au-delà effectivement du paysage de campagne, au-delà des déserts et comment mobiliser, comment remobiliser, qu'est-ce qui est pour vous l'essentiel de cette mobilisation? Je vais vous répondre, j'ai une toute petite... Je rebondis juste sur un point. Le regroupement familial, monsieur a totalement raison, c'est passé inaperçu, mais le Conseil d'État a dit que le regroupement familial n'était pas concerné par les restrictions de circulation et de passage des frontières, pas du tout. Ce serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et aux droits de l'Union européenne qui ont sacralisé le regroupement familial. Voilà. Donc il faut que les Français ne savent pas. Eux, ils n'ont pas le droit de bouger, etc. Le regroupement familial, il continue complètement. Sans problème. Il n'y a pas de limitation là-dessus. Voilà. Alors, comment mobiliser il faut en appeler à l'âme profonde du peuple français. J'ai rien d'autre. Vous savez, la France, c'est pas un pays d'évolution, c'est un pays de révolution. Tout à fait, oui. Je parlais tout à l'heure de cocotte minute. Je suis persuadé que les Français sont intelligents, qu'ils se documentent, qu'ils voient bien. Ils voient bien les choses. Ils se réinforment. Maintenant, il y a Internet qui est formidable pour cela, même s'il y a de la censure de plus en plus, mais enfin, ça reste possible. Et cette énergie qui est en train de se constituer, moi, je vois des prémices. Je vois des prémices se passer. Depuis quelques semaines, on voit ces fameux carnavals, des gens danser dans la rue, nos rassemblements. D'un coup, ont eu beaucoup plus de monde. C'était pas linéaire. D'un coup, il y a eu beaucoup plus de monde. Donc, c'est aux Français un moment de se prendre en main en disant effectivement, comptez pas sur cette fausse opposition, comptez pas sur les soi-disant anti-systèmes qui sont bien maintenant chaudement dans le système, comptez pas sur des juges des libertés qui se sont aplatis complètement, comptez sur vous-même. Voilà. Ayez confiance en vous-même et cette maxime-là, gardez-la tout le temps. La France, si elle a confiance en elle-même, elle peut déplacer des montagnes et redevenir un très très beau et très grand pays au XXIe siècle. Et comme disait un grand pape, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors il y a de la censure, a dit Florian Philippot, mais il y a aussi